Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à Dialogue avec le gouvernement, une émission qui reprend de service sur la RTB et les autres médias partenaires. Et pour ce numéro, nous recevons une personnalité qui dirige une institution au carrefour de tous les départements ministériels. Il s'agit du secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres, M. Stéphane Wenceslas Sanou. Bonsoir. Bonsoir, madame. Et pour l'animation de ce dialogue, je suis en compagnie de mon confrère Aubin Guébré de la télévision privée BF1. Bonsoir Aubin Guébré. Bonsoir Nathalie. Alors tout de suite, ce dialogue va se dérouler en deux axes et nous partons pour la première partie. Le secrétariat général du gouvernement et du Conseil des ministres, une institution pas toujours sous le feu des projecteurs. Nous allons donc tout de suite à la découverte des missions et des attributions de cette institution. Présentation dans ce reportage. Le secrétariat général du gouvernement et du Conseil des ministres est une structure autonome et spécifique de la présidence du FASO. Il est placé sous la responsabilité d'un secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres qui relève du Premier ministre, chef du gouvernement et du président du FASO, président du Conseil des ministres. Le secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres est chargé de la bonne organisation du travail collectif du gouvernement. Il assiste le chef du gouvernement dans sa mission de coordination de l'action gouvernementale. À ce titre, il est chargé, entre autres, de la préparation des dossiers du Conseil des ministres, de la préparation en relation avec le Premier ministre et le ministre porte-parole du gouvernement, du compte-rendu du Conseil des ministres, de la publication des lois et règlements au journal officiel du FASO. Il met également en œuvre la procédure législative et réglementaire en liaison avec les hautes juridictions de l'État et le ministre chargé des relations avec le Parlement. Le secrétariat général du gouvernement et du Conseil des ministres comprend le cabinet du secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres, les services du secrétaire général adjoint du gouvernement et du Conseil des ministres, le comité technique de vérification des avant-projets de loi Côté-Val. Le secrétariat général du gouvernement et du Conseil des ministres est une structure en profonde mutation avec des réformes en cours dont l'élaboration d'un plan stratégique pour rendre plus visibles les actions que mène l'institution, l'adoption d'un nouvel organigramme afin de lui insuffler une nouvelle dynamique et le rendre plus efficient à l'implémentation du e-Conseil des ministres. Une structure en profonde mutation avec ce nouvel organigramme en vue. D'entrée de jeu, M. Stéphane Wenceslas Sanou. Et je rappelle au passage que vous avez d'abord été ministre du Commerce avant d'être secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres. Déjà, comment vous vivez cette nouvelle expérience? Je suis bien heureux. Merci d'abord de me recevoir donc sur ce plateau pour échanger, comme vous l'avez dit, c'est le dialogue avec le gouvernement. Je le dis tout le temps, un pied ne trace pas le chemin. Et une expérience que je suis donc en train de vivre en ce moment qui est une expérience exaltante. Parce que vous vous retrouvez en étant donc en train de coordonner l'action gouvernementale et en ayant beaucoup de collaborateurs avec vous, et tant au niveau du gouvernement qu'au niveau donc de votre département. Et j'ai dit que je suis comblé et j'apporte aussi ma pierre donc à l'édification de cette nouvelle cité. Peut-être plus stressant, plus lourd que d'être ministre? Bon, ne le disons pas comme ça. J'apporte aussi ma pierre à la construction donc de cette nation. Partout où on vous met, vous vous sentez donc à l'aise et puis vous apportez votre plus. Et c'est ce que je fais avec honneur et avec grand plaisir. On imagine que ça demande beaucoup plus de rigueur, justement. Ah, tout à fait, parce que c'est un département assez sensible. Nous sommes donc en train de scruter les lois, les décrets et tout ça. Et sachez que, en tout cas, c'est un département où il y a beaucoup de secrets, beaucoup d'humilité.
Et ce faisant, donc, on est vraiment très attentif à tout ce que nous faisons. D'accord. Voilà un département avec beaucoup de secrets. On va en parler au cours de cette émission, mais déjà, on va une fois de plus découvrir cette institution et surtout ce qu'en pensent quelques acteurs burkinabés. La tâche du secrétariat général du gouvernement, de manière générale, c'est organiser le travail gouvernemental en appui aux missions du Premier ministre. Et chaque fois que le gouvernement doit participer à une activité, voilà, le secrétaire général du gouvernement prévoit les membres du gouvernement qui doivent y prendre part. L'autre volet des missions du secrétaire général du gouvernement, c'est de tenir la plume pendant le Conseil des ministres. C'est à ce titre qu'il relève de manière statutaire de la présidente du FASO, même s'il travaille beaucoup plus avec le Premier ministre. Le secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres a rang de ministre et le secrétaire général du gouvernement, adjoint du gouvernement, donc a rang de secrétaire général de ministère. Et c'est à ce titre donc que toute la partie administrative donc, qui relève des SG de l'ensemble des structures, donc lui revient. Le secrétariat général du gouvernement et le ministère chargé des relations avec le Parlement, à travers la direction générale des relations avec le Parlement, assure la présidence du comité technique d'évaluation des avant-projets de loi. Lorsque un projet de loi doit être adopté en Conseil des ministres, il est évalué par un comité qui l'apprécie tant dans sa forme que dans son fond. Ce comité-là, en plus du secrétariat général du gouvernement et du ministère chargé des relations avec le Parlement, est composé aussi de d'autres ministères. Voilà. Le rapport est transmis en Conseil des ministres et c'est sur la base de ce rapport-là que le Conseil des ministres va apprécier l'avant-projet de loi. Nous, au niveau du ministère en charge de la communication, on connaît bien le secrétaire général du gouvernement parce qu'on a beaucoup d'activités en commun qui permettent à nous autres de savoir que le secrétariat général du gouvernement existe et que la structure travaille dans tel ou tel sens. J'ai l'impression que c'est une structure qui communique très peu, ce qui fait que ses attributions sont vraiment méconnues du public. Son existence même est souvent méconnue. Donc, et même ses attributions, ça fait que bon, c'est vraiment difficile. Quand vous dites parler du secrétariat général du gouvernement, très peu de personnes connaissent le secrétariat général du gouvernement. Moi particulièrement, je ne connais pas la structure en tant que telle. J'entends parler, mais je ne connais pas. Je ne sais pas ce qu'ils font. S'ils peuvent nous éclaircir, en tout cas, ça serait mieux. Le secrétariat général du gouvernement, on le connaît pour être la cheville ouvrière de la préparation des conseils des ministres. Et bien entendu, avec cette publication bien connue qui est le journal officiel que tous les Burkinabés pratiquement certainement connaissent, et le secrétariat général du gouvernement, c'est sûr que tant qu'il y a des conseils des ministres, tant qu'il y a l'apparition du journal officiel, on peut dire que ça travaille à ce niveau-là. Les décrets ne sont pas publiés à temps. C'est-à-dire qu'un décret peut être pris en conseil des ministres, vous pouvez attendre 1 mois, 2 mois avant que le décret ne soit signé. Donc ça, c'est un problème que je reproche un peu au secrétaire du gouvernement. Ce serait bon si on peut s'acheminer vers ce que nous avions appelé entre-temps le e-conseil des ministres, de sorte à ce que voilà, les dossiers soient transmis de manière électronique aux membres du gouvernement. Ça évite d'abord aux membres du gouvernement de se déplacer avec des tas de documents, mais ça réduit également le coût d'achat du papier. Le e-conseil des ministres, on va certainement en parler dans la deuxième partie de cette émission. Et on revient pour dire, comme l'ont dit quelques citoyens, M. Stéphane Sanou, on a l'impression que vos actions sont quasiment invisibles, discrètes même à la limite. On ne vous voit que lors des transitions gouvernementales. Pourquoi cette discrétion? Oui, madame, j'ai suivi avec grand intérêt, effectivement, donc, ces appréciations mitigées et variées. Peut-être qu'il va falloir que nous retournions un peu en arrière là pour se dire que le secrétariat général du gouvernement et du Conseil des ministres a été créé. C'était donc en mai 1957.
Et puis, il a connu son premier secrétaire général du gouvernement qui se nommait donc Malik Zoromé. Et il avait été nommé donc en janvier 1966. Et moi, je suis le 21e. C'est vrai que depuis ce temps, nous n'avions pas été assez visibles. Mais en ce moment-là, nous avons donc essayé de nous approcher de l'opinion. On a fait des sondages et il a été révélé effectivement qu'on était peu connus. Et pour ces raisons, nous avons donc initié une activité qu'on a donc nommée Journée Porte Ouverte sur le journal officiel du Burkina Faso. Et c'était sous le thème Journal officiel du Burkina Faso sous l'ère donc du numérique. Et ça s'est très bien passé. Et pour cette raison d'ailleurs, nous avons essayé d'estimer qu'est-ce que ça a eu comme impact sur nos activités et puis sur aussi la visibilité de notre département. On a vu que, effectivement, les abonnements donc, se sont accrus. Les abonnements se sont accrus. C'est pour dire que nous menons beaucoup d'activités pour nous rendre encore beaucoup plus visibles. Et sachez aussi une autre chose, nous ne sommes concentrés qu'à Ouagadougou. Et nous n'avons pas aussi de communicateurs. J'abuse d'ailleurs de mon protocole qui fait notre visibilité. Et il le fait assez bien. Je suis bien heureux et puis assez satisfait de tout ce qu'il fait. C'est vous qui ne demandez pas de communicateurs? Bon, dans notre organigramme, ce n'était pas prévu. Vous avez compris aussi dans nos réformes, donc il y a ces aspects-là qui seront donc pris en compte. Parlons justement de cet organigramme. Comment c'est organisé? Vous avez rang de ministre. Vous n'êtes pas un secrétaire général comme tous les autres ministres, mais vous avez un secrétaire général adjoint qui vous sert de secrétaire général en même temps. Mais on sait aussi qu'au niveau de la présidence est un secrétaire général. Parfois, ça peut prêter à confusion. Non, pas du tout. Sachez que quand il y a une composition de gouvernement ou un remaniement, il y a ce qu'on appelle les attributions des membres du gouvernement qui sont donc établies. Et chacun sait ce qu'il a à faire, mission, attribution. Et pour nous aussi, les missions aussi sont définies. Il n'y a donc pas d'amalgame ni d'ambiguïté. C'est pour vous dire que nous avons donc des missions assez précises et c'est ce que donc nous exécutons et à bon escient d'ailleurs. Et nous ne pensons pas que, ils l'ont dit, je répète, et c'est bien séant donc de répéter certaines choses, le secrétariat général du gouvernement et du conseil des ministres, c'est une institution spécifique, une structure spécifique et autonome de la présidence du FASO. Mais dans le cadre de son fonctionnement, il appuie le Premier ministre dans ses activités qui sont donc de la coordination de l'action gouvernementale. Et ce que je vais vous dire, nous sommes amenés à travailler en amont et en aval des travaux des conseils des ministres qui sont présidés par le président du FASO. Et nous participons effectivement au conseil des ministres, contrairement aux autres. Donc nous relevons à la fois de la présidence du FASO et également donc, du Premier ministère. D'ailleurs, pour les ordres du jour et tout, c'est avec le Premier ministère donc, que c'est arrêté et par délégation donnée de façon expresse par le président du FASO au Premier ministre. Donc pas d'amalgame du tout. Il n'y a pas à dire, vous avez compris, hein, dans sa création et dans son fondement, le secrétaire général du gouvernement a rang de ministre et le secrétaire général adjoint à rang de secrétaire général d'autres institutions ou de ministères. Voilà. Une forme hybride, vous allez le dire, mais c'est ainsi fait. Est-ce que vous avez des structures déconcentrées? Malheureusement, non. Nous sommes dans cette vision prospective parce qu'on a notre plan stratégique qui est en train aussi de prendre ça en compte. Nous voulons même aussi nous régionaliser, pourquoi pas descendre encore plus bas dans les communes, à travers peut-être les présidences de conseils régionaux et puis les hauts commissariats, pourquoi pas aussi les mairies. Mais certaines choses encore nous font des freins. Il s'agit peut-être de la vente des journaux officiels qui ne peut se faire que sur présentation des quitanciers d'un trésorier. Donc nous sommes encore donc, en pourparlers avec les ministères impliqués pour que ce le soit. Qui compose votre personnel? Oh, ils sont nommés, si c'est les directeurs, ils sont nommés par décret, et les autres, c'est par arrêté nous concernant. Arrêté.
du secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres. Et en dehors des départements ministériels, est-ce que vous travaillez en collaboration avec d'autres institutions de l'État? Bien sûr, avec tous les membres du gouvernement, ça c'est un. Nous sommes aussi en relation étroite avec le Conseil d'État, auprès de qui donc nous requérons des avis sur la conformité d'un certain nombre de textes et réglementaires, notamment les avant-projets de loi, les projets de décret, même les arrêtés, pourquoi pas. Et avec aussi le Conseil constitutionnel, auprès desquels aussi nous allons vers eux pour la saisine de la constitutionnalité d'un certain nombre de textes juridiques, et puis la conformité aussi des actes, surtout les accords de financement que nous avons donc avec les partenaires techniques. Quand on parle de préparation de dossiers à soumettre au Conseil des ministres, à partir de quand intervenez-vous? Dès l'intention exprimée par le ministère porteur du dossier. Parce que c'est ce ministère donc, qui nous envoie ces dossiers et en nombre conséquent, connu de tous. D'ailleurs, nous avons tenu un séminaire gouvernemental en mars, là. Ça avait été initié par la présidence du FASO. Et c'est donc à cette occasion qu'on a discuté de tous les points concernant le travail gouvernemental. Et chacun sait aujourd'hui ce qu'il doit faire. Et ça nous a permis aujourd'hui aussi de réduire les rejets des dossiers. Voyez-vous? Donc nous sommes une sorte de voûte en ce qui concerne donc l'organisation du travail gouvernemental. Donc, une fois que nous avons ça, nous proposons un ordre du jour au président du FASO, qui, s'il a déjà délégué ses pouvoirs au Premier ministre, nous reçoit, nous lui soumettons donc les projets d'ordre du jour et à lui de trier. Parce que dans le pipeline, vous pouvez avoir 40 dossiers en projet. Et ceux-là qui sont brûlants ou bien d'intérêt assez important, donc ils choisissent. Et puis, bon, c'est ça donc que l'on retient comme ordre du jour définitif. Et ça revient. Nous traitons les dossiers, nous leur affectons donc des numéros nous concernant, et puis nous dispatchons ça donc à tous les ministères. Et en ce moment, donc, nous nous retrouverons les mercredis, comme c'est les mercredis qui sont consacrés les jours des conseils des ministres, et puis nous traitons ces dossiers. Est-ce que vous intervenez dans le contenu, justement, lors de la préparation de ces dossiers? Oui, il nous arrive parce que nous sommes en quelque sorte aussi le huissier du gouvernement. Et quand un dossier n'est pas bien présenté, comme on a donc expliqué, nous avons d'ailleurs envoyé les canevas de présentation des rapports en conseil des ministres, des communications orales et tout ce qui s'ensuit pour qu'il n'y ait donc pas les rejets de ces dossiers. Nous intervenons parfois pour inviter le ministre porteur d'un dossier qui en réalité nous l'a envoyé et puis nous avons senti qu'il y a des impairs dedans, des insuffisances. Nous retournons ça avec nos observations, quitte à lui de les prendre ou bien de ne pas les prendre, et puis on se retrouve donc en conseil des ministres pour discuter. Et qu'en est-il du suivi donc, des dossiers qui sont souvent renvoyés? Est-ce que vous intervenez à ce niveau également? Oui, en la matière, ils l'ont dit, je vais le dire encore aussi, et nous prenons note des débats en conseil des ministres, même en conseil de cabinet. Ce n'est pas seulement les conseils des ministres auxquels nous ne prenons pas, il y a les conseils des cabinets, il y a les réunions interministérielles, il y a les séminaires gouvernementaux. Nous prenons des notes et nous suivons l'exécution des décisions. Et une fois qu'un dossier il est rejeté, il peut être rejeté pour multiples raisons. Le ministre porteur d'un dossier même peut demander à retirer pour avoir donc une concertation ou des concertations avec d'autres de ses collègues. En ce moment-là, nous avons des statistiques que nous tenons avec les raisons pour lesquelles les dossiers ont été reportés, ajournés ou retirés. Donc, chaque fois, nous avons donc ces statistiques que nous envoyons à notre hiérarchie qui regarde, et puis aussi les ministres sont tenus informés. C'est pour dire, voilà, c'est pour dire que tout ce qui se passe est suivi, que ce soit rejeté, si ça ne doit pas revenir encore, parce qu'il y en a qui retirent pour dire que ça n'a plus de raison d'être, parce que le dossier est caduc. En ce moment, nous émettons donc des bordereaux d'envoi pour retourner donc au ministre en question, tout en lui signifiant dans l'observation que c'est un dossier qui est retourné pour
solde, si vous voulez, pour dire que bon, c'est à classer. Est-ce le cas aussi pour les nominations? Les nominations, oui, pourquoi pas, parce que vous savez, ça c'est les pouvoirs discrétionnaires d'abord des ministres et puis ensuite ça escalade selon la hiérarchie jusqu'au sommet, jusqu'au niveau donc de la présidence du FASO. Et si un dossier aussi est recalé là-bas, c'est le même circuit. Voilà. Et puis sachez une chose, quand un ministre n'est pas là, son dossier ne passe pas en Conseil des ministres. 2, ces nominations ne passent pas parce qu'on ne fait rien dans le dos ou en l'absence des ministres. Il faut qu'il soit là pour entériner effectivement ce qu'il a proposé, qu'il l'entérine, et que aussi ils décident, ils disent, ils reconnaissent que la décision du Conseil des ministres a été prise selon donc un certain nombre de règles et de dispositions. Est-ce que vous gérez aussi le timing du Conseil des ministres? Est-ce que le volume aussi de dossiers est analysé? On peut décider que par rapport au nombre de dossiers, on retire des dossiers pour remettre à plus tard? Comment ça se passe ça? Bon, le timing, on ne le préétablit pas. Mais il a été souhaité que nous ne tirions pas trop en longueur parce que les ministres ont beaucoup de choses à faire. Ce n'est pas seulement au niveau des conseils des ministres qu'il faut passer le clair de son temps. Il y a autre chose à faire. Donc, nous sélectionnons les dossiers, comme on a dit, selon donc l'intérêt. Et selon également donc l'urgence annoncée sur le dossier. Et après les conseils, les débats peuvent être houleux. Ce n'est pas toujours simple. Hein. Ce n'est pas une poste à la chose, ce n'est pas une lettre à la poste que ça passe. Un dossier peut vous prendre 1 heure de temps de débat avant que la décision ne tombe. Voilà. Parce que chacun voulant comprendre pourquoi, est-ce que ça n'empiète pas ici, est-ce que ça ne va pas poser d'impact négatif sur d'autres activités, est-ce qu'il y a eu un travail participatif, inclusif et tout ça. Ce n'est pas toujours facile hein, que les dossiers passent, ce n'est pas toujours facile. On peut présenter, par exemple, je prends un ordre de grandeur, on peut présenter 12 dossiers et puis c'est 7 qui vont passer. Et rien n'avait été retiré, les autres, seulement on dit, c'est ajourné, il faut aller donc faire complément d'information. Voilà. C'est vous qui établissez l'ordre du jour? Proposition d'ordre du jour émanant des ministères. Tous les ministères nous envoient leurs dossiers qu'ils prévoient pour un conseil des ministres. Et nous trions tout. Dans notre pipeline, tous les dossiers donc sont répertoriés. Nous faisons donc le projet d'ordre du jour. Et vous savez que les ordres du jour d'un conseil de ministres sont à signer par son Excellence, Monsieur le Président du FASO. Et il délègue ça pour que nous validions avec le Premier ministre les dossiers à retenir pour un conseil donné. Et en ce moment, le travail se fait et puis ça, on met les dossiers donc à la disposition des ministres et puis eux aussi avec leurs experts et tout ça, chacun regarde, on regarde tous les dossiers. Et s'il y a des observations, des amendements en séance, nous parlons de ça et puis la décision finale est prise. Et une fois le Conseil des ministres terminé, on a envie de savoir le travail qui est fait par la suite avant que le compte rendu ne parvienne, notamment au niveau des organes d'État. On a l'impression que le temps n'est pas suffisant ou bien c'est le travail qui n'est pas si important. Ah non, mais si vous arrêtez par exemple un Conseil des ministres à 14h. 14h, oui. 14h30, 14h, disons-le. Il y a après cela les dossiers qui sont pré-traités par nos collaborateurs du SIG. Pré-traités. Il y a un premier draft du compte rendu qui est fait parce qu'eux aussi ils reçoivent les documents et les dossiers. Donc eux, ils font ce travail préliminaire. Et ensuite, moi j'accompagne donc le ministre en charge de la communication et nous nous retrouvons avec eux et nous faisons donc les amendements pour parfaire les comptes rendus. Et là encore, c'est une autre étape. La dernière étape, nous nous déportons ensemble, c'est-à-dire que moi-même et puis le ministre en charge de la communication, pour aller faire valider soit par le patron, son Excellent Monsieur le Président du FASO, soit par notre Premier ministre, hein, son Excellence Monsieur le Premier ministre. Et c'est après ça que maintenant ça peut aller dans la presse, même les nominations. Tant qu'ils n'ont pas validé le compte rendu qui contient les nominations, ça ne doit être diffusé nulle part.
Est-ce que c'est toujours le cas il n'y a pas de cas d'erreur souvent? Ça arrive. Erreur? Non, pas dans le rapport, pas dans le compte rendu. Peut-être fuite, peut-être, vous voulez me dire. Sinon, non, pas d'erreur. S'il y a des erreurs aussi, nul n'est infaillible. Hein. S'il y en a, on rattrape ça. Mais il y a assez de filtres. Hein? Il y a assez de filtres. Ah non, sachez quand même que les ministres sont des grands responsables. Donc, on est dans la discrétion, la solidarité et la collégialité. Alors, Monsieur le secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres, le dialogue, c'est également avec des citoyens qui ont des questions à votre endroit. Voici tout de suite la première question. Quel rapport entretenez-vous avec le ministre chargé des relations avec le Parlement quand on sait que vos attributions souvent se chevauchent un peu? Quel rapport entretenez-vous avec le ministre en charge de la communication? Nos relations sont des relations normales, de bonne collaboration et de solidarité gouvernementale. Et avec tous les ministres, et de façon spécifique même aussi avec le ministre en charge de la communication. Mais ça, c'est une chose. Le ministre en charge de la communication est le maître des dossiers qui sont déjà traités et c'est lui qui a les éléments de langage. Lui seul est habilité donc à communiquer. Le jour où vous me verrez communiquer en ces lieux et places, ça veut dire que son intérimaire n'est pas là. Et comme vous le savez, je suis l'intérimaire de tous les ministres quand leurs deux intérimaires sont absents. Ça encore, c'est un décret. En dehors de ça, nous sommes les maîtres des dossiers avant les décisions donc en Conseil des ministres. Donc, et puis je vous l'ai dit tantôt, nous avons des attributions très claires. Et puis ce n'est pas décret présidentiel. Chaque fois qu'il y a un gouvernement, chaque fois qu'il y a le changement d'appellation de ministère, on aménage les attributions en fonction donc de la vision que le chef de l'État a. Et les missions aussi sont consignées et transmises par son Excellence Monsieur le Premier ministre aux ministres concernés. Donc c'est très clair, il n'y a même pas d'amalgame, il n'y a pas de chevauchement en ce qui concerne donc nos attributions. Nos attributions sont très claires. Par contre, il faudrait que les gens sachent ceci. Nous sommes dans la complémentarité et non dans la compétition. Très loin de là. On n'est pas des concurrents. On se complète dans les idées. Quand nous disons même qu'il y a des achoppements parfois en Conseil des ministres, ce n'est pas... c'est avec de la courtoisie. Nous nous donnons des idées pour que la chose soit bonne et non attaquable. Donc, on ne chevauche pas. Sinon, nos relations sont excellentes. J'allais même dire pures et sans tache. Vous avez une question par rapport à cet aspect? Non, ce n'est pas de question particulière. On comprend que c'est le ministre avec qui vous travaillez le plus, justement dans le cadre de ce travail gouvernemental. Bon, nous travaillons avec tous. Et là, j'ai dit de façon spécifique, c'est vrai, nous préparons donc les comptes rendus des conseils des ministres ensemble. Nous les validons ensemble. Et l'autre aspect, c'est que les dossiers qui doivent aller également aussi au niveau de l'Assemblée nationale, ça passe par nous, nous sommes le passage, mais c'est pour remettre au ministre en charge de la communication lui seul habilité donc à envoyer à l'Assemblée nationale. Lui seul habilité. Et les questions aussi des comptes rendus et qui se font de façon verbale, c'est lui seul aussi qui est habilité à faire ça. Donc, nous avons encore beaucoup plus de travaux communs ensemble que les autres. Voilà. Alors, M. Stéphane Sanou, si vous permettez, nous allons une fois de plus écouter une autre question d'un citoyen. Monsieur le secrétaire général du gouvernement, je voudrais savoir si toutefois, de la même façon que les comptes rendus des conseils des ministres et même les travaux du gouvernement sont publiés en français, est-ce que cela est également possible de le faire dans nos langues? Est-ce qu'on peut faire un effort pour que les décrets soient disponibles et signés, promulgués dans une semaine après, dès qu'un décret est pris en conseil des ministres, qu'au moins une semaine après, que ça soit disponible? Vous avez la parole. Ces préoccupations sont avérées et puis nous aussi, nous sommes donc dans sa même vision. En réalité, tous les décrets
sont promulgués, ça au moins c'est vrai. C'est publié dans le journal officiel du Burkina Faso. Et parlant de la question de langue nationale, je me suis dit peut-être que quand on a fait donc nos journées portes ouvertes, ça avait touché la quasi-totalité des Burkinabés. Parce que ce jour, nous avons signé une convention de partenariat avec Savane FM. Et aujourd'hui, chaque journal officiel du Burkina Faso qui est donc publié, imprimé donc, nous donnons ça, puisque nous éditons d'abord les JO, tous les jeudis, désormais c'est comme ça. Nous prenons et puis nous remettons ça à la disposition de Savane FM, qui reprend ça dans 3 langues, Moré, Djoula et Fulfulde. Donc sa préoccupation en la matière, l'indépendant, c'est déjà réglé. Maintenant, il parle de la publication tardive. Peut-être qu'il en a connu ou subi. Sinon, les publications se font tous les jeudis, sauf contrainte majeure indépendante de notre volonté. En ce moment, nous pouvons donc connaître un léger retard. Sinon, nous nous efforçons chaque fois pour que les publications se fassent tous les jeudis. Et ça se passe de façon normale. Même quand on est très coincé, il nous arrive d'aller aussi voir un partenaire, qui est donc Sidouaya, qui nous imprime. Et on se comprend très bien. L'occasion est d'ailleurs bonne pour que je les remercie et que je les félicite. Alors, et pourquoi le choix de Savane FM quand on sait que ce n'est pas forcément une radio qui couvre l'étendue du territoire national, alors que les décrets concernent l'ensemble des Burkinabés? Pourquoi ne pas étendre peut-être cette initiative à des médias locaux? Merci madame. Il faut commencer quelque part. On a eu donc 7 mannes comme ça, et puis nous l'avons accepté. Et la porte n'est pas fermée du tout. On est en train encore de voir d'autres partenaires, mais déjà avec Savane FM, qui également, je ne sais pas comment vous dites là les journalistes, qui a aussi des partenaires qui se connectent donc à lui. D'accord? Voilà. Donc on est satisfait pour le moment, mais on peut faire mieux. On peut faire mieux. On pourra l'ouvrir, mais tout dépendra. Leurs conditions sont assez acceptables pour nous. On verra aussi avec les autres presses si cette possibilité, en tout cas si ces avantages-là aussi s'offrent à nous. Pourquoi pas? C'est ce qu'on veut. On veut que le public, la population burkinabé donc soit imbue de l'information sur les décisions du gouvernement. Partout qu'il soit. Et quand vous parlez des 3 langues nationales, il s'agit de quelles langues? Et qu'en est-il des autres langues qui ne sont pas prises en compte? D'accord, mais nous avons retenu 3 langues nationales quand même de façon officielle. On a parlé du Djoula, du Fulfulde, du Moré. Moi, je dis qu'après du contraire, c'est ce qu'on fait. Voilà. La question du téléspectateur, il y a un volet, c'est vrai qu'il parle de décret. Mais effectivement, c'est vrai que ça reste une préoccupation pour les travailleurs. Il y a les lois, mais après, il y a les décrets d'application qui traînent plus souvent. Mais là, ce n'est pas au niveau du secrétariat général du gouvernement du Conseil de ministres. Non, c'est vrai. Sachez une chose, ce gouvernement qui est là a décidé qu'aucune loi, aucun avant-projet de loi ne sera donc transmis à l'Assemblée nationale sans que les projets de décret ne soient annexés. Ça, c'est d'un. De 2, aucun avant-projet de loi aussi ne sera envoyé au niveau du Conseil des ministres sans que ça ne passe au COTEVAL, le comité technique et de vérification des avant-projets de loi. Et en plus de ça, il faudrait aussi les projets de décret. Ça, c'est les décrets d'application. Et une fois que la loi donc est adoptée par l'Assemblée nationale et c'est envoyé à son Excellence, Monsieur le Président du Faso, pour la promulgation, lui, il le fait dans un délai de 21 jours. Nous devrons donc publier, et puis sa force de loi en ce moment 8 jours francs après la publication. Maintenant, les décrets doivent suivre aussitôt. Là, ça dépend donc de la dynamique ou en tout cas de la diligence du ministère en question pour les décrets d'application. C'est le ministère qui a un droit de regard. Nous n'avons pas de droit de regard a priori. Non. Nous pouvons signaler seulement que les décrets ne sont pas parvenus. Là, c'est à manu entre nous, sinon nous ne réclamons pas.
Ce sont eux, parce que certaines raisons aussi peuvent pousser le ministère donc à ne pas introduire rapidement, ou en tout cas de façon diligente, les décrets d'application. Voilà, c'est les raisons comme ça. Alors, monsieur le secrétaire général, là, nous sommes à plus de 30 minutes d'échange déjà. Nous allons tout de suite passer à la deuxième partie de cette émission, et ça sera juste après cette transition. Dans cette partie, donc, nous allons parler largement du journal officiel à l'ère du numérique. L'ambition du gouvernement, c'est la numérisation du journal officiel du Faso. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le journal officiel? La réponse dans ce reportage. C'est le secrétariat général du gouvernement et du conseil des ministres qui abrite le département en charge de la publication du journal officiel du Faso. Créé en 1919, le journal officiel du Faso est un hebdomadaire qui paraît de nos jours tous les jeudis. Il comprend deux parties, dont une partie réservée aux textes normatifs, notamment les lois, les décrets et arrêtés, et une deuxième partie réservée aux actes administratifs à caractère individuel, c'est-à-dire les annonces civiles, commerciales, les actes de banque, les récépissés d'associations, etc. Le journal officiel du Faso est le principal canal de diffusion de l'information administrative et juridique. C'est une publication officielle qui a pour but de diffuser auprès de tous les citoyens tous les textes juridiques officiels ainsi que d'autres informations juridiques officielles qui leur sont opposables. De 2016 à fin novembre 2018, le département du journal officiel et des publications a produit 152 journaux officiels ordinaires et 55 journaux officiels spéciaux, comprenant 33 ordonnances, 3530 décrets, 107 décisions du Conseil constitutionnel, 13 arrêtés et 8134 annonces. Si l'importance de cet outil de vulgarisation des actes normatifs par excellence n'est plus à démontrer, le journal officiel du Faso est méconnu du grand public et même de certains services publics. Cette méconnaissance du journal officiel du Faso s'explique par plusieurs facteurs, dont l'accessibilité et la déconcentration de cette structure. Ainsi, pour se rendre plus accessible au public, le secrétariat général du gouvernement et du conseil des ministres entend adapter le journal officiel du Faso aux technologies de l'information et de la communication. Et cette numérisation du journal officiel du Faso doit se faire avec la collaboration du ministère du Développement de l'économie numérique et des postes. Pour relever ces défis, le secrétariat général du gouvernement et du conseil des ministres devrait se doter de moyens matériels et financiers conséquents afin de remplir efficacement. Voilà, avant de parler de la numérisation du journal officiel, monsieur le secrétaire général, déjà, est-ce que c'est un organe qui fonctionne comme tous les autres organes de presse? Déjà, est-ce que vous avez ligne éditoriale? Oui, madame, il ne fonctionne pas comme les autres journaux, des autres, en tout cas, presse écrite. Mais déjà, c'est un hebdomadaire en termes de... Il est hebdomadaire, mais son circuit de distribution est tout autre. D'accord. Vous avez la faculté d'obtenir un numéro en venant chez nous. On a donc un percepteur là-bas. Vous savez que les recettes issues donc de la vente du journal officiel du Burkina Faso sont à 100% destinés au budget de l'État, via donc le trésor public. C'est rentable? Aujourd'hui, nous travaillons quasiment à coût rendu, sinon c'est des coûts subventionnés. Pour dire que la tarification donc a été révisée en 2010 et jusqu'à aujourd'hui ça n'a pas évolué. Alors que vous n'êtes pas sans ignorer que chaque jour que Dieu crée, les prix flambent. Les matières premières ou les fournitures qui rentrent donc dans la droite ligne de la production. Mais aujourd'hui, quand vous voulez un numéro normal du jeudi, ça vous coûte 750 francs. Et vous voyez donc notre percepteur qui vous donne donc le reçu. Et puis c'est un quittancier du trésor et on vous donne donc le journal. Pour les numéros spéciaux, ça coûte 1000 francs. Voilà. Mais si on revient donc à ce qu'elle dit,
étant entendu que nous ne sommes qu'ici, il est difficile pour nous donc de nous faire connaître beaucoup plus loin, c'est-à-dire ailleurs qu'à Ouagadougou, à Bobo, en tout cas dans les grands centres. Mais nous sommes donc en train de voir, et nous avons donc cette vision prospective, d'abord quitter le stade de la parole. Depuis 2008, on est en train de dire qu'on veut numériser, et on ne le fait pas. Mais en ce moment-là, donc, nous avons des partenaires qui sont donc en train de taper à notre portillon pour nous amener donc à atteindre cet objectif. Ça va permettre peut-être à la population d'accéder de façon plus aisée. Ça, c'est en collaboration aussi avec le ministère en charge du développement et de l'économie numérique et des postes. Maintenant, parlant de ce qu'il a aussi dit, qu'il faille pour nous donc de rendre ça assez... C'est vous qui avez dit qu'il faut que rapidement donc ce soit vulgarisé. Nous ne savons pas si nous amenons donc dans des kiosques, est-ce qu'on va leur donner des quitanciers là-bas? Ça existe dans les alimentations? S'il n'y en a pas, sauf si le gérant, le propriétaire donc de cette surface-là vient enlever un bon lot, lui-même acheter, et puis nous avons la preuve que l'argent est rentré chez nous pour le trésor, il peut aller déposer ça chez lui et puis vendre. Mais je vous dis, nous sommes donc en train de tout faire pour être présents dans les zones jusqu'aux communes. Mais nous allons commencer par les régions. Et pour ça, nous allons travailler avec les hauts commissaires, ça c'est déjà même c'est les provinces, parce qu'eux, ils ont des percepteurs. Nous allons également travailler avec les conseils régionaux, parce que là aussi, il y a des percepteurs. Donc nous sommes en train de travailler en lien, en relation donc avec le ministère en charge de l'administration territoriale, pour que cette vision-là donc soit une réalité, afin que le plus grand nombre de la population donc puisse s'informer sur les décisions donc du gouvernement. Qu'est-ce qui doit être publié dans le journal officiel? Qu'est-ce qui peut être publié là-bas? Mais ils l'ont dit, hein, il y a la partie normative que l'on dit, donc les textes normatifs. C'est donc les décrets, c'est les lois, c'est aussi les ordonnances et autres, les arrêtés. Et puis, il y a la partie administrative qui concerne donc les récépissés d'associations, les déclarations des bilans des banques, et les déclarations de pertes, de permis urbains d'habiter, et bien d'autres choses comme ça. Ça, c'est la partie administrative. Mais nous sommes en train même aussi de passer à un autre volet. On va scinder le journal officiel en deux. La partie normative, ça va être pour les actes du gouvernement, et puis la partie administrative, ça va être donc pour les associations et autres. Nous sommes en train aussi de scinder et le projet, l'avant-projet de loi, parce que ça, il faut que ce soit par une loi, est déjà prêt. Voilà, il ne reste plus qu'à envoyer donc en Conseil des ministres. Si c'est adopté là-bas, on va aller défendre vaillamment donc auprès de nos honorables députés à l'Assemblée nationale. Alors, cela a été évoqué dans le reportage à la question de la numérisation. Et déjà, est-ce que le processus est enclenché avec le ministère en charge de l'économie numérique et des postes? Oui, nous sommes en contact permanent et même que les réunions aussi sont à fréquence régulière pour que nous allions vite donc, vers cette question. Parce qu'on a un partenaire qui est étranger et qui a fait ses expériences et ses preuves dans beaucoup de pays en Afrique ici. Et ils ont pu faire ça. Donc, il est arrivé ici et puis il nous a fait des tests. Et puis ces tests-là, en tout cas, nous, ça nous a donc soulagés, convaincus. Et nous avons demandé quelle va être donc notre contribution à la matière. Il nous dit, donc il y a une partie qui ne sera pas payante. Là, ça va être le test pour que les gens s'habituent à ça. Et à un moment donné, quand l'habitude donc rentrera, on va donc voir comment donc passer à la phase lucrative pour pouvoir le payer. Donc aujourd'hui même, on peut vous dire que c'est sur notre plateforme. On a notre plateforme à l'interne là-bas, ça y est dessus. Mais là, c'est pour tester. Sinon, nous allons donc faire tout pour que ce soit numérisé. Désormais, ça va être dématérialisé et puis on va en gagner. Alors, si vous permettez, donc, on va poursuivre pour écouter donc ce qu'en pensent les acteurs de la fabrication même du journal officiel et d'autres consommateurs, j'allais dire, de ce journal officiel. Nous le suivons dans cet élément. Le journal officiel, c'est une publication gouvernementale.
et tire sa légitimité d'une ordonnance qui date de 6 mai 1975 qui fixe les règles d'application des lois, des ordonnances, des décrets et des arrêtés ministériels. Et l'article 2 de cette ordonnance-là, de 1975, stipule que les lois et les règlements rentrent en vigueur 8 jours francs après leur publication au journal officiel. Je sais que la plupart des documents du gouvernement sont publiés dans le journal officiel du Faso et même les associations ont une obligation de faire une publication dès la reconnaissance de l'association ou des RSPC. C'est une obligation de faire la publication dans le journal officiel du Faso. Je tiens à dire que l'insertion au journal officiel, c'est une obligation légale. Donc l'ensemble des structures associatives, et là j'interpelle les dirigeants des associations, lorsque vous avez le récépissé donc de l'association ou que vous avez fait l'attestation, vous avez une attestation de renouvellement de vos instances, donc ou également des membres de l'association, ou je vais dire des structures, des statuts et des règlements intérieurs, la loi dit que vous devez aller au bout de 2 mois au secrétariat général du gouvernement pour insérer votre récépissé ou votre attestation pour le journal officiel. Ce que nous avons remarqué, c'est qu'on se retrouve avec plus de 80% des associations qui n'ont pas fait leur insertion au journal officiel. Et ça, il manque à cette obligation légale. Oui, dès la création de notre association, la déclaration a été faite et chaque fois que nous renouvelions le bureau, nous faisons passer l'information au niveau du journal officiel. Nous tirons le journal officiel ici. C'est toute une chaîne. Nous publions les décrets, les décisions et tous les actes du gouvernement. Nous tirons le journal officiel à 500 exemplaires. Et ça paraît le jeudi de chaque semaine. Vraiment, nous avons beaucoup de difficultés parce que nos machines n'est toujours pas en forme. Je pense qu'aujourd'hui, avec l'ère du numérique, avec toutes les possibilités de promotion directe à travers les médias ou hors médias, d'imaginer une version numérique du produit, voilà, le journal officiel, et qui en même temps propose des conditions favorables d'abonnement ou d'acquisition. Le journal officiel n'est pas très bien connu. Et quand j'étais à Sédoya, par exemple, beaucoup d'associations nous approchaient pour diffuser ou pour publier les récépissés de reconnaissance de leur association. Et nous leur disons qu'il fallait qu'ils se rendent au secrétaire général du gouvernement pour cela. Pour ce qui concerne le secrétariat général du gouvernement, nous, comme je le disais, nous avons intérêt en tant qu'administratifs. Nous sommes de l'administration, eux aussi sont de l'administration, nous travaillons donc pour le bien des populations, non seulement de se faire connaître, mais également nous pouvons, comme suggestion, mettre en place une forme donc de comité qui va regrouper non seulement des cadres donc, du ministère de l'administration territoriale à travers donc, la DGLPAP, mais aussi le secrétariat général du gouvernement pour effectivement faire respecter ces dispositions. Voilà, monsieur le secrétaire général, on a entendu entre autres des machines qui ne sont pas en forme. Pour reprendre un peu les mots d'un intervenant, est-ce que vous êtes au courant des conditions dans lesquelles le journal officiel est fabriqué? Oui, madame. Et c'est des conditions difficiles. Hein. Je visite très souvent effectivement la machinerie là-bas. Et c'est une réalité que les pannes sont récurrentes. Mais Kanya, nous sortons quand même le journal à bonne date. Et comme on l'a dit tantôt, s'il y a des retards, peut-être que c'est pour 2-3 jours. Parce que nous avons toujours
des solutions palliatives. On peut externaliser auprès donc d'un partenaire qui nous soulage un temps soit peu, et puis ben voilà, on reprend. Cependant, c'est parce que la régulation aussi est passée par là. Au niveau donc du TIS 5, on a souvent donc prévu ça, mais pour des raisons de contrainte, on a toujours différé. Sinon, nous savons tous, et même que le gouvernement nous appuie dans ce sens, pour qu'il y ait le renouvellement donc, de l'outil de production au niveau du journal officiel. C'est vrai. Il y a des partenaires aussi qui ont pu visiter et ont trouvé que nous avons besoin d'améliorer la qualité de nos prestations et que ça passe par l'outillage de travail. Quand on entend 500 exemplaires, on se dit c'est quand même peu, ou alors la demande n'est pas assez... Une petite histoire à la matière. Nous produisions 1000 exemplaires avant. Et ça restait stocké chez nous. C'était des perles sèches. On a réduit de façon graduelle. On a enlevé 250. Ça restait toujours. On est maintenant à 500. On est en train de ramener à 250. Cependant, on est assez prudent parce que la loi fait obligation aux acteurs publics, à l'administration, d'avoir le journal, de s'abonner même. Mais ça avait été donc laissé pour compte à la traîne. Et nous sommes donc en train de relancer pratiquement tous les ministères par correspondance écrite pour que chacun honore au moins ou respecte ce qui est là comme disposition réglementaire. Les correspondants sont partis, on attend les réactions. Parce que ça reste quand même des documents d'archives. Alors, je m'en voudrais, Nathalie, il y a cette question sur la question de la responsabilité du contenu du journal officiel. Peut-il échapper, le contenu peut-il échapper au secrétaire général du gouvernement? Parce qu'on se rappelle de cette polémique en 2016, dans le numéro du 10 mars, sur cette nomination, ce décret de nomination de l'ancien Premier ministre Yacouba Isaac Zida. Après, il y a eu cette polémique. On ne sait pas comment la chose s'est retrouvée justement dans le journal officiel. C'est vrai que nous avons tous appris ça, et puis on était tous émus aussi. Sinon, rassurez-vous quand même que le gouvernement fait de la communication un élément très important de sa gouvernance. Et puis il fait cette communication à travers beaucoup de canaux, pas tous les moyens, presse écrite, radio, télévision, et puis il y a le journal officiel. Mais ce cas, c'est malencontreux. Vous vous rappellerez aussi qu'il y a eu l'investiture de son excellent le président du Faso, déjà en 2015. Et on a eu l'écho qu'un décret avait été signé par la transition en fin décembre. Alors que le président du Faso, qui a été élu, était investi et avait composé son gouvernement déjà le 16 janvier. Donc, il était le seul à pouvoir donc nommer un ambassadeur. Parce que la nomination d'un ambassadeur relève strictement du pouvoir discrétionnaire du président du Faso. Il ne peut pas être là et puis un ambassadeur va venir après. Surtout que le gouvernement qui était donc mis en place n'avait pas vu ça. C'est ça que je dis, intentionnellement ou de façon malencontreuse, ça s'est retrouvé dans le journal officiel. Et on a été tous surpris, nous tous. Et puis ça fait attirer donc des foudres sur le secrétariat général du gouvernement, qui a en même temps rapporté le décret là en question, avant les 8 jours. Donc ça ne pouvait pas rentrer donc en application. D'ailleurs, c'était une publication et puis un décret nul et totalement nul d'effet. Voilà, moi je pense même que le principal concerné ne s'en plaint pas. Donc ce n'est pas nous qui allons crier haut et fort. Voilà. Alors, dans l'élément, il y a un aspect qui a été quand même soulevé, cette obligation faite aux associations de publier leurs récépissés au niveau du journal officiel et 80% d'associations ne le font pas. Est-ce que vous comprenez, j'allais dire, ce désintérêt-là? Assurément, ils parleront du coût, les uns aussi parleront donc de la distance, etc. Hein, le coût, ça fait 25 000. Voilà. Et ils ont l'obligation de le faire. S'ils ne le font pas, par exemple, s'il y a des financements qui viennent, les chanceliers sont au courant. S'il y a des financements qui viennent,
on va vous demander donc votre récépissé de reconnaissance, on va vous donner, on vous dit où est votre inscription, la publication dans le journal, vous n'avez pas, vous êtes forclos. Ah, chacun doit donc prendre le soin d'être en règle vis-à-vis donc de la réglementation qui est ici au Burkina Faso. On vous donne jusqu'à 2 mois pour vous formaliser, pour respecter ce qui est donc dicté par la loi. Il faut être inscrit. Il faut avoir donc sa publication dans un journal officiel. D'ailleurs, quand ils viennent, nous aussi, pour ne pas leur faire aller-retour, nous leur donnons un petit délai, 1 mois, maximum 2 mois. Le temps qu'ils viennent et puis on prend le journal officiel, on leur donne. Maintenant, ils ne le font pas. Je ne peux pas présager de ce que c'est au juste. Je suppose que ça peut être le coût qui est 25 000 ou bien la distance pour certains qui ne veulent pas venir encore. Voilà. Peut-être une raison de plus pour décentraliser peut-être vos services. Vous avez tout dit, c'est ça. Alors, si vous permettez, donc, on va passer à la partie question donc, dans cette seconde partie de l'émission et nous écoutons tout de suite à la première question des citoyens. Pourquoi les publications, les actes tardent à être publiés, c'est un peu ça. Si je prends les associations, si je prends même au niveau de l'administration de façon générale, les actes qui sont pris, pourquoi ça prend du temps à être publié. Et même quand c'est publié, parfois, pour avoir le journal officiel, donc on a quand même des soucis. Voilà, pourquoi le retard dans la publication des actes officiels? Oui, nous nous démenons tous les coups pour que le journal officiel du Burkina Faso soit donc édité les jeudis de toutes les semaines. C'est un hebdomadaire et puis c'est fixé maintenant jeudi. Et rarement ça nous arrive. Nous avons dit, le machiniste vous a même bien parlé, qu'il a des soucis avec donc l'outil de production qui connaît donc des pannes de façon régulière parce que l'outil aujourd'hui est vétus. Il est amorti parce que c'est des outils qui ont fait leur temps et il y a une des machines même qui date depuis, je ne vais pas le dire à haute voix, depuis la OEF quoi. Et les autres en tout cas c'est un peu performant mais ça c'est fortement usé. Ça fait aujourd'hui donc 10 ans qu'on a donc ces outils et rien n'a changé. Mais Kanya, nous arrivons donc à produire. En dehors de ces pannes indépendantes de nos volontés, les JO sont produits de façon normale tous les jeudis. On ne reporte pas des actes pour des raisons d'espace? Ah non, quoi que ce soit, même si ça va prendre 100 pages, on va faire 100 pages. Même si un JO doit faire 100 pages, on fera les 100 pages. Il y en a qui sont donc à 12 pages, on fait les 12 pages. On n'attend même pas. Une fois que l'on a donc les décrets, les lois, etc., on fait le journal officiel. Et en dehors des conditions matérielles difficiles, est-ce que vous avez des ressources humaines nécessaires justement pour la production de ce journal? Ben, nous avons donc ces capacités internes, ça c'est vrai. Les ressources humaines donc, sont à des niveaux quotients assez bons. Je suis fier même d'eux pour tout ce qu'ils font. Maintenant, ressources financières, bon, les ressources du pays ne sont pas extensibles à souhait. Et puis, nous sommes, je ne vais pas à l'échelle nationale, je ne vais pas vous donner le pourcentage, mais ce n'est pas très important. Voilà, ce n'est pas très important. Alors, on va tout de suite écouter une autre question d'un citoyen. Sur le secteur général du gouvernement, quelles sont les réformes que vous comptez entreprendre dans les jours à venir afin de rendre votre structure beaucoup plus visible et également de permettre au public de mieux connaître le journal officiel qui est un produit suffisamment important? Pour mieux connaître, on a dit, on va essayer d'étendre donc nos représentations, avoir effectivement de bons communicateurs et puis sceller des relations de partenariat avec, comme vous l'avez dit, beaucoup de médias. Voilà. Et je pense que ça va nous rendre beaucoup plus visibles encore parce que c'est à ce prix-là que nous serons donc plus dynamiques, plus visibles et puis plus lisibles.
Maintenant, par rapport au journal officiel, l'accessibilité. L'accessibilité, nous sommes donc en pourparlers avec des collègues ministres pour que leur structure fortement déconcentrée prenne le relais. Mais on est en train d'apprécier. Nous n'avons pas encore arrêté parce qu'en tout état de cause, il faut voir sa rentabilité. Nous ne regardons pas effectivement l'argent frais, le pécuniaire. Ce n'est pas ce qu'on regarde. Nous regardons l'information donc des Burkinabés. Ça aussi c'est vrai. Cependant, il ne faut pas trop travailler à perte de sorte que tu n'arriveras même plus à travailler. Nous sommes en train de faire. C'est important aussi de travailler sur le contenu, expliquer pourquoi c'est important d'avoir le journal officiel. J'ai comme l'impression que le problème aussi à ce niveau. Oui. On ne comprenne pas l'intérêt justement d'avoir le journal officiel. C'est quand on a un problème, on court de gauche à droite maintenant pour avoir un ancien numéro du journal officiel, il faut s'en référer parce qu'on a un problème de droit. Tout à fait. Mais l'usage répété, ça rentre donc dans la question de la nature. C'est pour vous dire qu'avec tout ce que nous sommes en train de faire, les informations que les radios donnent, mais ça va donc attirer les gens. Ils vont savoir que c'est un journal assez important du gouvernement. Ils vont savoir que c'est un document assez précieux que chaque Burkinabé même devrait avoir. Donc il y a la question de communication. Et puis, en élargissant donc les langues, à certaines langues, et puis il y a la question de disponibilité. Ça, j'en conviens fortement. Ce qui fait que nous sommes donc en train de regarder, de faire en sorte que ce soit accessible un peu partout. Même si ça va être donc au niveau des provinces, en tout cas on va atteindre ça en 2019 là. Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir aussi la présentation du journal officiel? Aujourd'hui, les quotidiens ont évolué, ils paraissent en couleur. Aujourd'hui, on est toujours dans le noir-blanc. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi revoir ça pour que ça puisse peut-être attirer un peu les gens? Oui, c'est ce que je disais tantôt. C'est une question de moyens financiers, de ressources. Mais je vous ai dit également que des partenaires sont venus donc visiter nos installations. On trouvait qu'effectivement, il faut qu'on améliore la qualité. Et en tout cas, c'est des engagements qui ont été pris. Ils ont dit qu'à court terme, moi je suis déformé, je viens donc d'institutions financières, à court terme, c'est-à-dire 1 an, d'ici à 1 an, donc ils pourront nous appuyer dans ce sens-là. On va améliorer la qualité. Pourquoi pas? Sinon, par exemple, le titre Journal officiel du Burkina Faso, c'est tout noir. On ne va pas pouvoir changer ça. Ça, c'est le sigle consacré. Maintenant, le reste à l'intérieur, on peut voir peut-être aussi les papiers. Voilà, sûrement. Et aussi l'encre et éventuellement aussi les écritures. On va regarder. Ce qui est sûr, ils sont très en avant, ceux-ci. Et ils disent qu'ils peuvent nous amener à améliorer la qualité. Donc nous sommes très contents et puis nous savons que quand ils prennent des engagements, ils honorent. Voilà. Et nous poursuivons avec une autre question d'un téléspectateur. Voilà la question. Monsieur le ministre, à quand les autres localités du Burkina pourront disposer du journal officiel sur toute l'étendue du territoire, au même titre que la population de Ouagadougou? Peut-être avec plus de précision, sinon la question il faut aller au-delà de Ouaga, au-delà de Ouagadougou. Mais quand? Je ne suis pas à mesure de vous dire le délai ou la durée ou le deadline précis tout de suite là. Mais j'ai dit qu'on est plus pressé même que l'auditeur. Déjà, nous sommes à moins de 6 mois maintenant, de la fin de l'année, mais nous pensons que certaines zones seront couvertes déjà, parce qu'on va relire déjà donc notre organigramme. Ça va nous permettre d'avoir beaucoup plus d'espace, de latitude pour étendre donc nos représentations, et puis avoir effectivement aussi les moyens pour que certaines structures nous représentent dans les provinces, dans les régions et dans certaines communes. On ne pourra pas couvrir tout cette année, ça c'est pas possible, ça on le dit. Mais vous allez nous apprécier d'ici la fin de l'année, nous vous dirons où on a pu aller.
Okay, c'est bien noté. Et on va donc prendre la dernière question et poser donc au secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres, cette fois-ci par une citoyenne. Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez diminuer le coût pour le journal officiel en ce qui concerne les associations? Voilà, de 25 000 pour la publication, c'est ce que j'ai compris. Est-ce que vous pourriez revoir ça à la baisse, ce prix-là à la baisse? Ça ne dépend pas de nous. Nous sommes donc finalement des collecteurs pour le budget de l'État, pour la trésorerie principale. Pourquoi pas? C'est une préoccupation. On va regarder, sinon ce n'était pas à l'ordre du jour. Nous verrons donc avec les autres ministères impliqués, concernés, ce qui est possible dans le cadre donc, de la réduction du coût de ces publications de récépissés et autres dans le journal officiel. Nous verrons ça. Sinon, ce n'est pas à l'ordre du jour en ce moment. Voilà. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de vous le dire, on le répète, on signe cette fois-ci parce que c'est très sérieux. Nous travaillons les journaux officiels à perte. Comme ce n'est pas chercher un bénéfice dedans qui nous intéresse, mais aussi il faut faire en sorte que vous n'alliez pas jusqu'à ne plus pouvoir produire. C'est ça. Les prix là sont subventionnés. Fixés depuis 10 ans, ça n'a pas bougé. Malgré les associations qui sont à 25 000, mais vous avez compris aussi, les associations ne viennent pas. Voilà. Elles ont leur récépissé, mais elles ne viennent pas s'inscrire. Mais c'est effectivement à leur dépend, ça peut leur créer donc des soucis quand elles vont vouloir approcher des partenaires techniques et financiers qui vont leur exiger ça. Et en ce moment, donc, venir vers nous, on va leur dire que la pénalité s'applique. Et en ce moment, vous payez beaucoup plus. Voilà. Quand même de 1000 exemplaires à 250 actuellement, est-ce qu'il ne faut quand même pas s'inquiéter par rapport à l'avenir même du journal officiel? Bon. Vous m'amenez donc à faire une petite genèse. C'est en 1919 que le premier journal officiel a été édité ici, en Haute-Volta, ex-AOF. Et en 1932, avec le morcellement, donc l'apparition donc a été stoppée. Et en 1947, on a repris ça. En 1954, on a rendu ça de façon 15 jours quinquennale, c'est-à-dire le 15 et le 30, bon, hormis février, voilà. Et maintenant, en 1960, c'est parti au niveau donc de l'imprimerie de la Savane, qui produisait ça pour nous à Bobola. Et puis c'était hebdomadaire. Et c'est en 1994 que depuis ce temps, donc c'est les jeudis que l'on produit. Mais nous vous disons, que ce soit 100 pages, que ce soit 50 pages, que ce soit 2 pages, c'est le même prix. En termes de journal officiel. Maintenant, pour les insertions, c'est un prix qui n'a pas été arrêté par nous. Nous faisons donc du recouvrement. Nous percevons pour le trésor public. Mais c'est ça, on dit. Non, nul n'est humiliable, les choses sont changeantes avec tout ce qui est en train d'être dit, parce que c'est le pouls de la cité aussi. Ils nous disent leurs préoccupations, on prend en compte et puis on voit la faisabilité. Si oui, c'est possible, pourquoi pas, on va le faire. Si ce n'est pas possible, ça sera ressenti toujours quand ils viendront pour payer. Voilà, ça se regarde. Aubin Guébré, peut-être une question, sinon nous sommes presque en termes... Non, ce n'est pas une question, justement. Je pense qu'on a épuisé quand même l'ensemble des questions. On comprend que le journal est amené à faire sa mue pour s'adapter à la nouvelle donne, notamment le numérique, mais aussi travailler à être plus accessible à l'ensemble des Burkinabés. C'est bien utilisé. Merci beaucoup, Monsieur Stanislas Stéphane Sanou, d'être passé donc à l'émission Dialogue avec le gouvernement. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres. Dialogue avec le gouvernement est organisé par le service d'information du gouvernement en collaboration avec la RTB et l'émission est également diffusée par les autres radios et les autres médias partenaires. Et j'ai co-animé donc ce dialogue avec Aubin Guébré de la télévision privée
BF1. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.